Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 15e chapitre de ce Super Flame Story. « 15 décembre. Le lieutenant Fonck et le commissaire Tassier avaient décidé de passer la nuit au chevet du pauvre lieutenant Andreas. Ce dernier, brûlé au 3e degré, était sous sédatif. Des larmes, véhiculant un mélange de tristesse et de colère, perlaient sur ses joues. « Je suis désolé, commissaire. Je suis désolé. »« Vous en faites pas, mon petit, c'est pas de votre faute. » répondit le gros moustachu qui dirigeait la police de Marmottin. « Est-ce que vous pouvez prévenir ma mère ? Va s'inquiéter. » Le commissaire se retourna vers le lieutenant Fonck qui hocha la tête. « Je vais aller la prévenir, je la connais. » répondit ce dernier en tournant les talons. Lui aussi était à la fois triste et en colère et triste de voir toute cette tension, cette haine, ce clivage infâme qui embrasait les esprits des Marmottanais. Pour l'officier Fonck, ce qui était le plus horrible, c'était que Marmottin était un petit village où tout le monde connaît tout le monde. Ces gens qui se battaient sur la place de l'hôtel de ville étaient des amis, des frères, des parents, des cousins. Ils se voyaient tous à la supérette pour faire leurs courses. Ils allaient tous boire un verre chez Dédé ou manger au vieux Fournil. Ils allaient se faire soigner chez le docteur Masson quand ils étaient malades et ils faisaient souvent des balades sur les routes menant à Pic-au-Vent. Et pourtant, la peur, quand elle s'immisçait entre les gens, eh bien elle les changeait, révélant en eux les pires choses. La méfiance, la défiance et la haine. Et ces gens qui s'aimaient semaient désormais la discorde dans leur propre rang, à coups d'opinions tranchées. Et à couteau tiré, ils étaient prêts à tirer sur la police locale. Cette même police locale qui les aidait à dégager leur voiture quand elle était prise dans la neige. Cette même police locale qui raccompagnait les gens ivres chez eux pour ne pas qu'ils aient d'accident. Cette même police locale qui venait de voir l'un de ces jeunes lieutenants brûlés au 3e degré à cause d'un cocktail Molotov lancé par un énergumène rempli de haine. Une haine propulsée et galvanisée par la Gazette de Marmottin, la radio et la DPA. Cette situation rendait mélancolique le lieutenant Fonck. Tout n'arrêtait pas de se mélanger et de tourner dans sa tête, encore et encore, tandis qu'il garait son véhicule devant le domicile de Madame Andreas, la mère du jeune policier. Le lieutenant prit une grande inspiration, coupa le contact, sortit du véhicule, marcha dans la neige et alla frapper. Lui ouvrit alors une vieille femme, vraisemblablement très fatiguée. « Oui, c'est pourquoi, monsieur Fonck. »« C'est à propos de votre fils. » Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans la pénombre nocturne, la porte d'Andrew Bennett venait de s'ouvrir dans le camp de la DPA. L'inspecteur et l'homme à l'étrange porte voulaient à tout prix avoir plus d'informations sur le contenu de la fameuse tente secrète où étaient entreposés les fameux documents volés dans les archives de la mairie. L'inspecteur manqua de faire une crise cardiaque. Alors qu'il sortait de la porte d'Andrew, un soldat le repéra et le prit par le col avant de le pousser avec lui dans la porte de Bennett. Heureusement pour l'inspecteur et l'homme à l'étrange porte, ce fameux soldat, c'était Yupvig. « Les gars, vous êtes fous, vous ne pouvez pas déambuler dans le campement comme ça. Il y a des caméras partout, vous allez vous faire repérer. » Sur ces mots, le numéro 2 du groupe Sentinelle 25 ressortit de la porte et revint quelques instants plus tard avec 2 jeunes soldats. « Ces 2 gars sont fidèles à Alias, ils vont vous filer un coup de main. » déclara le capitaine des pays de l'Est. « Comment ?» demanda Bennett, tandis qu'Oswald se jetait sur Yupvig pour lui faire un câlin. « Oui, Oswald, je suis aussi content de te voir. Soldat, exécution !» Sur ces paroles, les 2 jeunes soldats se regardèrent avant de commencer à se déshabiller. « Ils vont vous prêter leurs uniformes. Ils attendront dans le bureau. »« Je m'occupe de les surveiller !» s'exclama Rico depuis le sommet d'une bibliothèque, ce qui perturba les 2 jeunes hommes qui n'avaient jamais vu un corbeau parler. Rico reprit. « Si vous faites un seul truc de travers, je vous crève les yeux et Oswald vous collera des baffes jusqu'à ce que vous mouriez. »« Il neige. Ravioli !» lança l'ancien propriétaire de porte sur un ton menaçant.
Le lieutenant Fonck venait d'arriver à l'hôpital de Marmottin en compagnie de la mère du lieutenant Andreas. La vieille femme était très inquiète pour son fils. Quand elle le vit, elle se précipita vers le lit dans lequel il était allongé. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» « T'en fais pas, maman. Je vais bien. » Madame, Reprit le commissaire. sachez que nous avons interpellé l'auteur des faits et que nous avons bon espoir qu'il soit condamné. Il est actuellement en cellule et nous l'interrogerons au petit matin. Est-ce qu'on connaît son identité? Demanda la mère du jeune lieutenant en prenant la main de son fils. Tassier sortit son carnet de notes de la poche intérieure de son manteau. Eh bien, il s'agit d'un certain Quentin Hermann. Quoi? C'est Quentin qui a fait ça à mon fils? Vous le connaissez? C'est le fils du voisin. On était à l'école ensemble. On en est donc rendu là? Lança le lieutenant Fonck en tournant les talons, repensant aux réflexions qu'il s'était fait en allant chercher la mère de son coéquipier. Pendant ce temps, dans le campement de la DPA, Bloom et Bennett déambulaient dans leurs uniformes. Autant celui de l'inspecteur lui allait comme un gant, autant celui de Bennett était bien trop grand. « Pourvu qu'il ne le remarque pas », déclara l'homme à l'étrange porte, en passant devant un groupe de soldats qui étaient visiblement en pause. « Ah, ils ont de nouveau plus d'uniformes en taille standard !»« Ah oui, effectivement, c'est vraiment des gros boulets, hein, ceux des uniformes !» s'exclama Bloom pour faire comme si tout était normal. « Eh, mais je vous connais, vous !» s'exclama le soldat en se dirigeant vers Bloom. L'inspecteur regarda Andrew. Tous deux serrèrent les fesses. « On n'était pas en poste ensemble quand il y avait eu le protocole Centurion l'année dernière ?» « Ah, oui, maintenant que tu me le dis, ah ouais, carrément, s'exclama Bloom sur un ton faussement affirmé. « Je me disais aussi, t'étais dans le groupe de O'Connor, c'est ça ?»« Ouais, exact. »« Ouais, c'est bon, je resitue. Bon sang, qu'est-ce qu'on se faisait chier, pas vrai ?»« Ouais, c'est sûr. »« Allez, bonne soirée, les gars !» déclara le jeune soldat, à la mémoire défaillante, et heureusement, avant de prendre congé de nos deux héros. Bloom et Bennett soufflèrent. Ils reprirent leur route. Quand ils finirent par arriver au niveau de la tente dont ils convoitaient le contenu, ils virent Contumace s'engouffrer à l'intérieur. Ils décidèrent de se mettre sur les côtés pour écouter. Visiblement, ce dernier était en train de discuter avec Talion. « Alors, ça se précise ?»« Oui, on n'a plus qu'à recomposer la carte. Malheureusement, pour ce qui est du 4e et du 5e fragment, on risque de devoir détruire certains bâtiments. » On fera évacuer les quartiers en question pour que la population ne se doute de rien. On lâchera des créatures magiques en guise de diversion, ça devrait faire l'affaire. Bloom et Bennett se regardèrent d'un air inquiet. « Je propose d'utiliser des grelots domestiqués, monsieur. On les fait venir de l'élevage de Sattler. On leur met des colliers électriques pour pouvoir les suivre à la trace et les éliminer au besoin. » Ça me paraît être une bonne idée. Vous pensez que Sattler serait d'accord ? Vous n'aurez qu'à lui en parler après-demain. Un bon repas, un argumentaire aux petits oignons, il ne pourra qu'accepter, d'autant que ça sert ses intérêts et ceux de Boglov. En entendant ces deux noms, Bloom et Bennett se figèrent. « Contumace travaille avec Boglov et Sattler !» s'exclama Bloom. « Ça explique un paquet de choses, dont la tentative d'assassinat à l'encontre d'Alias. On fait quoi? On tente d'entrer dans la tente? Non, on va se faire tuer si on fait ça. Si Talion, Contumace, Boglov et Sattler sont de mèche, on a affaire à une belle brochette de criminels qui ne reculeront devant rien. » Le lendemain, l'inspecteur, le commissaire, l'homme à l'étrange porte et Yupvig se retrouvèrent au commissariat pour faire un point. « Suite aux événements d'hier, commença Tassier, une demi-douzaine de gars se sont foutus en arrêt maladie. Et j'en ai même 2 qui ont démissionné. Il y a une crise de confiance jusque dans nos propres rangs. J'avoue que je me sens un peu pris au piège, les amis. » Ça me fait penser, commissaire, on ne devait pas accueillir une nouvelle inspectrice cette semaine? Si, mais étant donné la situation, sa venue a été reportée de quelques jours. Concernant ce qui s'est passé hier soir, reprit Andrew, outre les terribles débordements qui ont eu lieu sur la place de la mairie, Bloom et moi avons été témoins d'un échange entre Contumace et Talion. Yupvig, qui avait déjà été briefé par Andrew, croisa ses gros bras et afficha un regard inquiet. L'homme à l'étrange porte reprit. Contumace et Talion sont vraisemblablement de mèche avec Nicolas Boglov et Klaus Sattler. « C'est une plaisanterie !» s'exclama le commissaire Tassier. « J'ai bien peur que non », déclara Bloom. « D'après ce qu'ils se sont dit, on peut en déduire que d'une part, Sattler sera à Marmottin dans les prochains jours pour rencontrer Contumace,
et que d'autre part la DPA prévoit d'effectuer des fouilles sur le sol marmottanais, quitte à libérer des créatures magiques fournies par Sattler dans le seul but de faire peur à la population pour libérer la voie à leur petite manigance. « Il faut à tout prix les arrêter !» s'exclama Yopvig. « Oui, mais comment ?» demanda l'inspecteur. « Ils ont une armée. Nous ne sommes que la police locale et l'opinion publique nous est de moins en moins favorable. Avec les récents arrêts maladie et les démissions, on est passé en sous-effectif, c'est très préoccupant. » Andrew se mit à réfléchir. En l'espace de quelques secondes, il eut le début d'une idée de plan qui pourrait s'avérer efficace. « Yopvig, combien d'hommes fidèles à Alias avez-vous sous le coude ?»« c'est difficile à dire. Une petite dizaine, je dirais. Et je nous compte le colonel et moi. » « Vous ne pensez quand même pas à une attaque frontale ?» demanda Tassier. « Ils sont près d'une centaine dans leur camp de base et ils sont armés jusqu'aux dents. » Andrew sourit. « J'ai quelques paramètres à étudier et je reviens vers vous avec une approche qui nous permettra de mettre tout ce beau monde derrière les barreaux. » La réunion fut interrompue par l'arrivée du capitaine Leblanc qui fit irruption dans la pièce avec une radio à la main. « Désolé de vous couper, messieurs, mais il faut que vous écoutiez ça. » Et nous sommes de retour en direct sur Marmottin FM avec Contumace, l'actuel responsable de la DPA. Contumace, juste avant la coupure pub, vous alliez nous révéler une information très importante pour les Marmottanais. Oui, tout à fait. Je vous remercie encore pour votre invitation. Suite aux événements tragiques d'hier, beaucoup de mes hommes m'ont fait part de leur inquiétude concernant le non-respect de la volonté des Marmottanais. Bien que la DPA soit là pour protéger, nous sommes aussi ici pour servir. Et parmi les choses que nous voulons servir, il y a également la liberté et bien entendu la démocratie. Je suppose que vous allez donc vous prononcer en faveur de l'élection d'un nouveau maire, c'est ça? Oui, eh bien à titre personnel, je pense que c'est une chose indispensable. Les Marmottanais ont besoin de représentants à l'écoute, ne serait-ce que pour pouvoir dialoguer directement avec nous, ou avec les forces de police locales qui, visiblement, semblent enchaîner les bavures. Je suppose que vous faites référence à l'inspecteur Bloom qui a tiré sur un manifestant. Entre autres, oui, il faut que toutes ces tensions cessent. C'est pourquoi je propose aux Marmottanais de soutenir toute initiative visant à mettre en place des élections. Plusieurs de mes hommes se disent prêts à sécuriser des lieux de vote. Quelle espèce d'enfoiré! Lança Bloom. Il allume le feu, souffle sur les braises, rajoute de l'huile, et il vient ensuite jouer les pompiers. Le pire, reprit Leblanc, c'est que ça risque de marcher. Sur ces paroles, le capitaine jeta le dernier numéro de la Gazette de Marmottin sur le bureau. Nouveau drame, place de la mairie. 80% des Marmottanais favorables à l'élection d'un nouveau maire. Bien que l'hôtel de ville ait été réduit en cendres, la fonction de maire est plus que jamais essentielle à la vie communale. Il nous faut impérativement un nouveau maire, souligne Cassandra Darmin. Je suis passé au vieux Fournil tout à l'heure. La moitié des clients ne parlaient que de ça, pareil même que ce bon vieux Gérard Vinzier compte se présenter. Il a les chasseurs, les agriculteurs et les alcooliques avec lui. Autant dire le quart du village, plaisanta Tassier. Doit-on laisser faire? Demanda Bloom. On pourrait dénoncer cette initiative et dire que c'est trop tôt. Très mauvaise idée, reprit Bennett. Vous et Tassier êtes trop impopulaires maintenant. La population verrait ça comme une réaction de jalousie et voudrait encore plus voter, et ce, juste pour vous faire chier. Alors on est foutu, s'exclama Bloom. Pas sûr, reprit Tassier. Il nous faudrait un candidat. Pourquoi pas, mais qui? demanda Andrew. Au même instant, le lieutenant Fonck pénétra dans la pièce avec un donut et un chocolat chaud à la main. Tous les regards se tournèrent vers lui. Pourquoi vous me regardez comme ça?